Et bonjour à tous, donc bienvenue avec moi dans le chai. Du coup, donc je vais parler de l'azote, un nutriment à optimiser. Et surtout, finalement, l'azote, à quoi ça sert une fois qu'il est rentré dans le chai et quelle est l'importance de l'azote dans les mous. Donc ça a été bien dit par les intervenants précédents, il sert surtout à la croissance de la levure, hein, et pour assurer la réaction principale qui est quand même de convertir le sucre en éthanol et en CO2. Il y a aussi, on le verra, un impact direct sur les frigories, c'est-à-dire que du coup, si on a beaucoup d'azote au départ, on a un pic très important de consommation de frigories. Et en laboratoire, nous, on n'a pas trop de problèmes, mais dans un chai dans lequel, si vous rentrez un nombre très important de mou très riche en azote, ça veut dire que vous avez avoir une demande instantanée très importante en termes de frigories. Donc il faut acheter soit un gros groupe, soit avoir beaucoup de groupes électrogènes. Et la dernière chose, et c'est un peu le cœur de ma présentation, il a un impact direct sur la teneur finale en arômes et principalement en arômes fermentaires dans les vins. Mais avant de parler d'azote, et on a toujours dit qu'il faut avoir beaucoup d'azote. Mais que ce soit parce qu'on gère bien l'azote à la vigne et que donc du coup on a beaucoup d'azote dans le mou, ou alors parce qu'on fait des apports, il faut surtout bien réfléchir que la levure, elle a quelque part besoin d'un régime alimentaire équilibré, quoi. Si elle a besoin que de l'azote, ça ne fonctionnera pas, quoi. Si vous mangez que de la viande, bah, il vous manque un apport en végétaux. Alors on a beau pas tous aimer les légumes verts, et à un moment donné, c'est quand même super important d'en manger. Mais là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que du coup, si j'ai que de l'azote et qu'on m'a bourré le mot en disant t'ajoutes de l'azote et tu mets rien d'autre, et ben, du coup, il y a des fois où en mettant trop d'azote, je déséquilibre le régime alimentaire de ma levure, hein, qui est quand même comme nous un micro-organisme vivant, même s'il est beaucoup plus petit que nous. Et donc, du coup, on a un impact très négatif. Et si on ajoute un apport dans une situation qui est déjà déséquilibrée, parce que j'ai une carence en lipides à cause d'un débourbage excessif, ou parce que j'ai une carence en vitamines probablement due à une contamination par des levures issues de la flore indigène, mon apport d'azote va être très négatif et va provoquer jusqu'à une défermentation lente, voire un arrêt de fermentation. C'est ce qui est montré ici tout en haut. En fait, j'ai une défermentation dans laquelle j'ai exactement la même, beaucoup d'azote ici en bleu et peu de stérol, donc c'est-à-dire un débourbage faible, et de la même en disant j'ai peu d'azote, mais le même débourbage en fait. Et je vois bien qu'en bleu, je suis vachement content, ma fermentation démarre très très vite. J'ai une chute de la densité qui est très forte, et d'un coup la densité s'arrête. Et elle s'arrête au moment où quand même il reste encore beaucoup de sucre en fait à consommer. Alors que quand j'avais peu d'azote, en orange, la fermentation démarre doucement, mais elle va jusqu'au bout en fait. Simplement parce qu'en fait, ce qui se passe au bout d'un moment, et on le voit sur le diagramme d'en bas, c'est la viabilité. C'est-à-dire que les levures, parce qu'il n'y avait pas assez de lipides, sont toutes mortes en fait. Donc quand il n'y a plus de levure, il n'y a plus de fermentation. Alors que j'avais un bon équilibre nutritionnel azote, enfin azote lipide en fait, et donc en orange j'ai maintenu, certes en prenant beaucoup plus de temps, mais ma viabilité au-dessus de 80% jusqu'au bout, et donc ma fermentation est complète. Donc encore une fois, l'azote n'est pas la réponse à tous les problèmes. Il faut bien faire un diagnostic en se disant, est-ce que je suis bien sûr que mon apport d'azote qui va être efficace? Et soit je ne vais pas faire d'apport d'azote, soit je vais bien en tout cas maîtriser ma turbidité pour être sûr que tout va bien se passer. Quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est exactement la même chose. J'ai une carence en vitamines, en biotine ou en thiamine par exemple. Qu'est-ce qui se passe également si je suis limité en lipides concrètement? Donc, dans le cas de clarification excessive, en dessous de 80 NTU, le nutriment limitant, c'est plus l'azote, ce sont les lipides. J'ai un risque fort donc, de fermentation incomplète, voire de viabilité en tout cas qui chute. J'ai également une piqûre acétique qui apparaît. Donc je fais du vinaigre pour être très trivial. C'est pas super d'un point de vue marketing, quoi. Et donc du coup, dans ce cas-là, la seule action efficace, c'est surtout ne pas faire d'apport d'azote, mais de faire un ajout de bourbe, de mieux ajuster son ajout de bourbe, de faire un ajout d'oxygène, ou alors de réhydrater ses levures avec un nutriment qui va être riche en lipides. Et dans ce cas-là, d'un point de vue, si je me focalise sur la carence en vitamines, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir des problèmes en fait, une baisse de production des molécules d'ester en fait, soit les esters d'éthyle dans le cas de la thiamine, soit les esters d'acétate
sur la biotine et je vais avoir une dégradation de mon profil aromatique et des vins qui seront moins aromatiques en fait. Une fois que j'ai dit ça, en fait, maintenant que je me suis bien assuré que ma turbidité est bonne, quelles sont les conséquences d'un ajout d'azote, soit à la cave, soit par une meilleure gestion de l'azote à la vigne. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe quand ma teneur en azote dans le mou augmente? Pour les alcools supérieurs qui ne sont pas tous très qualitatifs à l'exception du phényléthanol, j'ai un optimum aux alentours de 200-250 et ensuite la quantité diminue. Alors que pour les esters, que ce soit les esters d'éthyle ou les esters d'acétate qui sont impliqués dans le fruité, plus j'ai d'azote et plus ils augmentent en fait. Mais par contre, si je suis à 350 et que je suis à 80 NTU, vous avez bien compris que c'est la catastrophe. Si on regarde un peu, ça a été dit, mais du coup, les équilibres ammoniacal organiques, qu'est-ce qui se passe quand je les modifie par un apport soit de DAP, soit avec des formulations plus complexes d'azote organique? J'ai des fortes modifications de mon profil aromatique. Ça on l'a vu plusieurs fois en fait. Alors, je ne vais pas vous détailler l'ensemble des points qui sont ici. Le plus important étant que si j'accrois mon pourcentage d'azote organique, je vais faire plus d'ester d'acétate et notamment plus d'acétate d'isoamyle. Donc en gros, si je veux faire du Beaujolais nouveau, il faut que je fasse beaucoup d'apports d'azote organique, sachant qu'il n'y en a pas besoin d'être aussi caricatural de manière systématique. Et enfin, ça c'est une innovation du projet NV2, on s'est intéressé à une fraction de l'azote assimilable qui est un peu moins connue, c'est les petits peptides qui font entre 2 et 8 acides aminés et qui sont quand même consommables par la levure. En fait, on a enrichi les mous en Sauvignon et en Merlot en petits peptides. On a un effet direct de ces petits peptides qui vont augmenter la teneur en ester d'éthyle, donc augmenter le fruité des vins, sachant que pour l'instant, à ma connaissance, ils ne sont pas encore dosés de manière systématique dans les laboratoires, parce qu'ils représentent, selon les mous, entre 10 et 15%, 20% grand maximum de l'azote assimilable total, et qui a un effet millésime, un effet variété qui est très important, et qui est en cours de compréhension. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé que de l'azote assimilable et de l'apport initial. Qu'est-ce qui se passe quand je fais un ajout en cours de fermentation, de point de vue purement fermentaire dans un premier temps? Quelle que soit la nature de l'azote, il se passe la même chose, c'est-à-dire que si j'ajoute de l'ammoniacal ou de l'organique, j'ai à peu près la même cinétique fermentaire. Par contre, on voit bien que si j'ajoute mon azote en cours de fermentation, j'ai plus cet énorme pic, donc ce pic de consommation, je divise mon pic en deux, je paye toujours la même facture à EDF, hein, ça ne change pas. Sauf que du coup, j'ai une consommation instantanée qui est, mon pic est coupé en deux. Donc en gros, mon groupe froid est 2 fois plus petit, même si au final, je paye la même facture à EDF à la fin. Et ensuite, donc, je fais un apport d'azote et qu'est-ce qui se passe sur la production des arômes? Alors sur les alcools supérieurs, il ne se passe strictement rien. Sur les esters d'acétyl, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, sur les esters d'acétate, l'acétate d'isoamyle notamment, donc le fameux bonbon anglais ou la banane, là, on a un apport très significatif. Quand je fais un apport initial, je multiplie par 2, par 3 ma quantité. Par contre, quand je fais un apport en cours de fermentation, je multiplie par 5 en fait. Et j'ai ajouté strictement la même quantité, c'est juste, j'ai joué sur le moment en fait. C'est juste une histoire de timing. Et en plus, quand j'ajoute un azote minéral par rapport à un azote organique, je repars du début, je rembobine. Je suis en hypoglycémie comme vous tous, mais moi ça se voit plus parce que je parle. Donc du coup, quand je fais un d'azote organique par rapport à un azote minéral, je passe de 4 à 5. Donc j'ai une meilleure efficacité de l'azote organique par rapport à l'azote minéral. Et d'où ça vient? Ça vient simplement du fait qu'on a réussi, en fait, on a identifié d'un point de vue moléculaire l'impact de cet ajout. En fait, on va activer les gènes responsables de l'estérification qui sont de l'étape alcool supérieur en ester. Leur transcription est multipliée par 5 et le rendement est multiplié par 10. Donc, quelque part, je viens cibler presque le fonctionnement d'une enzyme et j'arrive à complètement découpler la teneur en alcool supérieur et la teneur en ester en enrichissant en ester et donc en ayant des vins normalement plus fruités en fait. Donc là aussi, ça a été redémontré dans différentes stratégies du projet NV2. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand je change de souche? Il se passe exactement la même chose, c'est-à-dire que quelle que soit la souche
et quel que soit le type d'ajout et le timing d'ajout, j'ai exactement la même typographie. J'ai le témoin qui est complètement en bas, mes ajouts en cours de phase stationnaire qui sont complètement en haut, sachant qu'en haut, les teneurs en ester d'acétate sont plus importantes. Et par contre, chaque souche garde sa spécificité. Ce n'est pas parce que je fais un apport d'azote que d'un coup, les vins deviennent uniformes. Ceux qui sont plus riches en ester d'éthyle, à gauche, pour la souche A, restent beaucoup plus riches en ce type de molécules. Donc je ne perds pas en typicité, j'ai juste augmenté la quantité d'ester présent. Et enfin, qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement, j'ai parlé que de l'azote, et ce sera quasiment ma dernière diapo. Qu'est-ce qui se passe quand je joue aussi sur la température, en fait? Ben, vous voyez que j'ai fait 3 températures différentes, 18, 24 et 30, en blanc, hein, donc il n'y a pas grand monde qui fermente à 30, mais quand même. Et ensuite, j'ai fait 3 niveaux d'apport différents, faible niveau d'apport d'azote, un niveau moyen, et un niveau fort. Donc plus je mets d'azote et plus je vais sur la droite pour vous, donc plus je vais avoir les esters d'éthyle et les esters d'acétate sur la droite. Donc il y a quand même l'azote qui est le principal paramètre à jouer. Mais il y a quand même quelque chose qui est super intéressant, c'est que quand je fais un apport très important d'azote à 30 et un apport moyen à 18, les 2 points ils sont l'un à côté de l'autre. Ça veut bien dire qu'en fait, j'ai quasiment le même profil en arôme fermentaire. Ça veut dire que soit je vais pouvoir aller très vite à 30 et avoir une qualité donnée, donc j'ai un turnover très important, soit j'ajoute moins d'azote, mais ma fermentation va durer moins longtemps. Donc c'est presque un impact, un coût économique. Et à vous de voir comment vous vous organisez pour faire votre vendage d'une certaine façon. Mais en tout cas, on peut pas, il y a à gérer de manière coordonnée les 2 facteurs, température et azote. Et si j'avais eu le temps, mais je ne l'ai pas, je vous aurais parlé des compromis qu'il doit y avoir avec les lipides, mais on en parlera une autre fois. Ce qu'il y a à retenir globalement de ma présentation, c'est que l'azote vienne d'une gestion à la vigne ou d'un apport à la cave, il faut vraiment s'assurer que cet apport va être efficace et pour ça bien vérifier que c'est le nutriment limitant. Sinon, tout ce que vous faites ne sert à rien. Vous aurez pu avoir, on reprend l'exemple que se présentait Justine, un apport foliaire qui vous a multiplié par 2 la teneur d'azote assimilable, c'est juste formidable. Vous débourbez comme un malade à 40, ça ne sert à rien parce qu'en fait, tout le gain que vous avez, vous l'avez perdu parce que vous avez mal géré le débourbage. C'est quand même un peu couillon. Deuxièmement, l'azote, c'est aussi un élément clé pour la cinétique fermentaire, la synthèse des arômes. Il y a un équilibre à trouver entre les deux. Si ma fermentation est très rapide, du coup, parce que je suis à température élevée, je vais consommer moins d'énergie, mais je vais avoir probablement moins d'arômes aussi. Donc, il y a vraiment à gérer les deux. Et l'azote, par sa nature et par son timing, a un effet direct sur la production des arômes fermentaires. Donc je ne vais pas vous dire comment on fait du bon ou du mauvais vin, vous le savez mieux que moi, mais en tout cas, sachez bien que la manière dont vous gérez l'azote va typer votre vin à droite ou à gauche en fonction de ce qui vous intéresse. Et ensuite, on a également des fortes interactions entre la souche et la levure. Mes collègues de l'AMA en parleront plus que moi, mais il y a vraiment une gestion coordonnée. Olivier a dit, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Si la levure n'a pas le potentiel aromatique, vous pouvez la doper autant que vous voulez en azote. Votre vin sera toujours aussi mauvais qu'au départ, quoi. Du coup, et je suis politiquement incorrect, vous l'avez bien vu. Donc du coup, juste pour remercier l'ensemble des personnes, parce que même si c'est moi qui présente, tout ce travail a été obtenu par un grand nombre de personnes, notamment il est financé par la région Occitanie et par l'ANR. Et voilà, donc sachant que, comme vous le savez tous, le vin est la meilleure des réponses à toutes les questions qu'on peut se poser.